le projet, comme voilà, Kylian, c'était l'ambassadeur. Après, pour revenir sur son transfert de Monaco au Paris Saint-Germain, moi, je l'ai boudé parce que je lui ai dit, franchement, pendant un an, je l'ai saoulé. Voilà, un gamin, t'es parti, on fait une opposition, ça s'insulte en espagnol, si ça. Ah ouais? Et t'as Falcao, à un moment donné, qui prend la parole, il dit, voilà, commence à insulter, il parle et tout ça. Je me dis, oh, qu'est-ce que je fais ici, tout ça. Nous, on était excités, on s'est dit Thierry Henry, Arsenal, équipe de France, tout ça. La difficulté, c'est que voilà, il était avec des minots. Du coup, la pression, l'adrénaline, il faut faire des résultats. T'as pas beaucoup de temps. Franchement, c'était une période très, très, très compliquée. Tu reviens à la Coupe du Monde. Les gens te voient comme un déchet. Pourquoi il est encore là, il est encore là, il est encore là. Salut tout le monde, il fait hyper chaud pour tout le monde, mais on est quand même là. On tient le rang avec Djibril Sidibé pour un nouvel épisode de Call Interview. Djibril, comment tu vas? Très bien, très bien, très bien. Ça se passe, il fait beau, tout le monde est content. Et là, on fait les polis, mais en vrai, je vais être franc avec les gens. En off, il est arrivé, regardez-le là, avec son sourire et tout, les dents toutes blanches, il est beau. Ah, j'ai dit, Djibril, t'es beau, hein? Ça te réussit la préparation individuelle comme ça? C'est toi qui es beau, ton teint clair, non? Ça va bien. On profite. Bah, dis aux gens justement, on en parle un petit peu rapidement. Qu'est-ce que tu fais depuis que tu es en fin de contrat avec l'AS Monaco? Comment ça se passe pour toi? Bah, écoute, ça m'a permis de prendre du temps pour prendre soin de moi, de voyager un petit peu plus sereinement, voir ma famille, mes proches et tout ça. Après, voilà, pas trop le temps de se poser et puis de se reposer. Donc après, immédiatement, j'ai commencé à reprendre une préparation bien spécifique. C'est aujourd'hui que tu nous annonces que tu signes au Real Madrid ou on attend encore 2 semaines? Voilà, ça fait partie de mes rêves, mais pour l'instant, c'est pas d'actualité, c'est pas d'actualité. C'est pas d'actualité? Ça marche. Bon, on te souhaite que tu nous annonces quelque chose de beau comme projet qui redémarre d'ici la fin de l'été. Bon, on n'est là pas trop pour parler de l'avenir, on est plus là pour parler du chemin qui t'a amené où tu es aujourd'hui. À l'Estac, finalement, tu grandis bien parce que tu fais tes gammes jusqu'à la Ligue 2. Donc, c'est que les choses, elles se passent plutôt bien pour toi. Quand j'ai commencé cette émission, j'ai eu Layvin Kurzawa qui était à Monaco en Ligue 2. Et Ranieri lui avait dit, écoute, en Ligue 2, je vais te mettre de côté parce que tu n'es pas un joueur de Ligue 2, tu es un joueur de Ligue 1. En Ligue 2, tu vas trop galérer, mais en Ligue 1, ça va aller. Et sur le coup, il n'a pas compris. Est-ce que toi, tu as connu cette difficulté de profil, entre guillemets? C'est-à-dire que tu étais plus un joueur de qualité du très haut niveau plutôt qu'un joueur qui est prêt à galérer dans les divisions inférieures. Comment ça s'est passé pour ton Ligue 2? Non, moi, ça s'est très bien passé, sauf la première année, parce que j'ai une petite blessure au niveau du genou, et ça m'a pénalisé. Et puis, il y avait vraiment des joueurs d'expérience, avec le capitaine qui était devant moi. Et comme j'ai dit, moi, au début, j'étais milieu de terrain, défenseur central. C'est à l'arrivée de Jean-Marc Furlan en Ligue 2, quand il m'a vu, il m'a dit non, voilà, par rapport à tes tests physiques et tout, ta VMA et tout, toi, tu dois jouer sur le côté. Donc, à partir de là, il m'a mis sur le côté. Puis, j'étais en concurrence avec Eric Marexter. Ma première année, bah, voilà, j'ai dû faire 6 ou 8 matchs, grosso modo. J'ai eu des blessures. Au niveau de mon alimentation, bah, comme j'étais encore chez mes parents, c'était mafé, tiep, ça. Donc, Ouais. du coup, moi, je ne comprenais plus rien. Je me disais, mais pourtant, je suis jeune, mais voilà, j'ai commencé à réorganiser tout ça. Et puis, Furlan, c'est comme mon papa, c'est lui qui m'a pris sous son aile et tout. Donc, voilà, fais ci, fais ça, t'inquiète. Et l'année d'après, j'ai fait 34 matchs et j'ai fait une super saison, moi à droite, Ensaka à la gauche. Et tout de suite après, j'ai bondi directement à Lille, quoi. Mais moi, j'avais cette mentalité déjà de vouloir toujours progresser. Je n'avais pas un talent vraiment où je me disais, bon, je méritais le niveau Ligue 1. C'était voilà, j'aimais courir, j'aimais écouter les entraîneurs, j'aimais répéter mes gammes, pied droit, pied gauche, être dans le sacrifice et tout. Mais voilà, je ne me considérais pas comme un joueur acquis avec des bases pour performer en Ligue 1, tout simplement. Ton coach de l'époque, Jean-Marc Fernand, c'est une référence dans le foot français, tu sais. Par rapport à l'apprentissage, justement, tout ce que tu me dis là, comment il t'a fait évoluer, c'est une référence. C'est ça, on a mis le doigt dessus, c'est le professionnalisme, surtout qui t'enseigne comment gérer ta vie, les à côté, comment te connaître toi en tant qu'athlète, plus que des gammes de footballeurs qui te fait progresser. Bah, c'est un tout. Moi, comme je te l'ai dit, c'est mon deuxième père, entre guillemets, dans le sens où vraiment, il m'a tout appris. Au-delà du fait qu'il m'ait lancé dans le grand bain, moi, ça m'arrivait après les séances d'entraînement de rester après sur le terrain avec lui, au moins 1 heure, 1 heure et demie, 2 heures, à parler de tout et de rien, de foot, comment ça va se passer, le jour où j'aurai des sollicitations, ma vie, on parlait des religions, on parlait de voitures, on parlait de montres. Lui, comme il a des origines espagnoles, il me parlait de l'Espagne, de son épouse qui faisait de la préparation mentale et tout ça, il me donnait des astuces, des conseils. Donc, à un moment donné,
j'ai fréquenté son épouse, j'ai participé à des cours voilà, pour me préparer mentalement par rapport à mes blessures, si ça, ma famille. Non, franchement, je ne pourrais jamais oublier ça. Lui et puis son adjoint Manu Pascal, qui d'ailleurs je suis toujours en contact et tout, c'est vraiment eux qui m'ont façonné pour vraiment me préparer pour le très haut niveau, quoi. Bon, tu as parlé de Lille, tu as mentionné Lille, mais en gros, sur la dernière saison que tu fais avec les Stacks, vous obtenez la montée, vous finissez troisième et vous obtenez la montée. Parce qu'au fil des interviews que j'ai pu avoir, et là je le sens même quand tu me racontes ton histoire, il y a un attachement particulier quand même au club formateur. On sent que dans votre vie, c'est plus qu'une simple étape. C'est vraiment les bases qui sont faites en tant que joueur, mais surtout en tant qu'homme. Est-ce qu'il n'y avait pas l'envie, toi, de rester une année de plus pour vivre l'expérience Ligue 1 avec ce cocon qui te protège, que tu connais parce que c'est déjà une aventure, déjà, la Ligue 1, la découverte de la Ligue 1 en soi. Oui, exactement. À ma grande surprise, après, comme tu peux le savoir dans le milieu du foot, des fois, tu n'es pas le seul décisionnaire. Moi, ce qui s'est passé, c'est qu'on est monté, tout ça, on a fêté ça, incroyable et tout ça. Moi, j'étais content. Je me suis dit, voilà, j'ai tous mes amis là, j'ai mes repères, on monte en Ligue 1. J'avais déjà mon idée, bon, Paris Saint-Germain, Marseille, si, ça, tout ça, toute ma famille. J'étais vraiment excité de l'idée de reprendre avec Troyes. Ouais. Et il s'avère que le président, à l'époque, c'est Daniel Mazzoni, il vient me voir, il me dit, voilà, la prolongation qu'on t'avait promis il y a 4 mois, ça va être compliqué. Moi, je ne comprends pas tout ça. Et après, tu as un entraîneur qui vient me voir, tu sais, tu arrives à un très haut niveau, on pense que voilà, tu es capable de t'intégrer dans un groupe des champions, tout ça, on parle de plein de choses et tout. Et moi, dans ma tête, je suis sonné, j'arrive même pas à comprendre ce qu'il me dit, tout ça. Je dis, mais non, mais qu'est-ce que vous me racontez, tout ça. Et après, on s'assoit, on discute et tout ça. Et je me souviens à l'époque, il y avait l'Ajax qui était fortement intéressé, Lille et Lyon. Après, d'autres clubs, mais c'était surtout ces 3 clubs-là qui étaient vraiment vachement intéressés. Mais moi, vraiment, je n'ai pas d'idée de partir. Moi, sinon, j'ai 20 ans. Qu'est-ce que je vais faire à l'étranger? En Hollande, j'ai rien contre ce pays. Mais Lille, je ne connais pas cette région. Lyon, non. Moi, c'est 3. Voilà, au moins rester 1 an, 2 ans, voir. Et après, il s'avère que non, le club avait besoin d'argent. Voilà, ils avaient déjà acté cette idée que moi, je parte. Et puis, j'étais frustré, mais en même temps, je comprenais, mais j'avais beaucoup de frustration. Et il y avait surtout cette peur de l'inconnu. Mais après, au final, voilà, j'ai discuté avec Rudy Garcia qui m'a motivé. J'ai visité les installations, tout ça. Et mon agent à l'époque m'a rassuré. Voilà, c'est une étape. C'est vrai que c'est choquant sur le coup, mais, Ah ouais. mais voilà. Mais moi, l'idée, c'était pas de partir du tout, du tout. Mais alors, tu vois, quand j'ai repris ton parcours, parce que tu me pardonneras, mais je n'étais pas un fan du LOSC et je n'étais pas un fan de 3. Donc, je t'ai découvert, moi, quand tu as pété, tu sais, surtout sur ta fin période du LOSC, début Monaco, etc. Mais là, quand je me suis plongé dans ton histoire, je vois que, alors, il y a un apprentissage de la Ligue 1 et de la vie chez le champion de France en plus. Donc, forcément, le nombre de matchs, il est moins important que les saisons qui suivent. Mais là, avec ce que tu me dis là, est-ce que l'état d'esprit dans lequel tu arrives fait que l'adaptation à la Ligue 1 et à ton nouveau club, elle est un peu plus compliquée que prévu? Oui, non, après, voilà, il y a vraiment eu une grosse étape dans le sens où j'étais pas prêt psychologiquement. Ouais. Après, voilà, il faut s'adapter à une nouvelle région, même si Troyes et Lille, ça se ressemble un peu, même si l'hiver, il fait un peu plus frais là-bas, le vent et tout ça, l'exigence. Et voilà, déjà avec le tour préliminaire avec des champions et tout, tu vois les grands noms, les Marouba, les ci, les ça. Bon, pas impressionné, mais tu te dis, bon, voilà, là, tu es vraiment dans la cour des grands et tout ça. Donc, pas le temps de faire tes gammes, il faut être prêt. Et moi, je n'étais pas prêt tout de suite. Il fallait, voilà, un enchaînement, le rythme, l'intensité, les passes et tout va plus vite. Rudy, il m'a annoncé la couleur, voilà, tu ne seras pas titulaire. Le titulaire, c'est Mathieu Debuchy. Mais voilà, je vais faire en sorte que ce soit toi ton successeur. Petit à petit, voilà, tu vas apprendre près de Daria, de Balmont, Pederiti, tu avais Salomon Kalou, tout ça, Dimitri Payet. Donc, du coup, voilà. La première année, je l'ai pris comme du bonus. Je me suis dit, bon, voilà, je prends ce qu'il y a à prendre. Et l'année d'après, vraiment, je vais mettre les gaz et je vais m'affirmer. Et puis, chaque année, je vais monter en termes de temps de jeu, jusqu'à arriver à ma dernière année où vraiment, voilà, je m'étais bien adapté. Alors, autant tu n'avais pas vu venir la fin de ton aventure à 3, autant on sent que la fin de l'aventure au LOSC, alors c'est à travers les lignes et les stats et les souvenirs que je retrace ça, mais c'est toi qui me le diras. On sent que la décision du départ à Monaco, elle est mûrement réfléchie, tu as pesé le pour et le contre du projet. Comment elle se dessine dans ta tête cette décision-là, de quitter le LOSC? Avant tout,
je ne vais pas dire qu'il y avait de l'instabilité, mais il y a eu beaucoup de changements d'entraîneurs. J'ai connu Rudy Garcia, j'ai connu René Girard. Ensuite, tu as eu Hervé Renard. Après, tu as eu Patrick Colo. Tonetti, Patrick Colo, tout ça. Et ça a été riche en émotions. Ils ont tous appris quelque chose. Mais arrivé à cette année-là, j'avais vraiment beaucoup, beaucoup de sollicitations, dont Arsenal où Arsène Wenger voulait me prendre, mais comme je jouais arrière gauche, mais il voulait me prendre à gauche. Et moi, c'était quelque chose qui, au fond de moi, je me suis dit au début, oui, tu arrives, tu bricoles un peu, tu essaies de montrer tes qualités à gauche, à droite, tu fais tes stats, c'est très bien. Mais je voulais, à un moment donné, obtenir un club qui va me permettre d'être une référence à mon poste. Comme mon poste de prédilection, c'est arrière droit, arrière central, mais plus le côté droit. Donc, du coup, cette option-là de jouer à gauche, même dans un très grand club, un club mythique, bon, c'était pas si emballant que ça. Donc, à partir du moment où Monaco se sont présentés, pour moi, c'était le jackpot dans le sens où voilà, tu les voyais flamber en Ligue des Champions, une ville avec un contexte sans pression particulière, style Marseille, etc. Voilà, moi, la condition pour aller dans ce club-là, c'était d'échanger avec l'entraîneur, parce qu'on sait dans ce milieu-là, il y a beaucoup de deals qui se font entre directeurs sportifs ou présidents ou d'autres intermédiaires. Moi, voilà, je voulais garder cette pente ascendante et progresser, évoluer avec modestie avec ces joueurs dans ce grand club-là. Et puis, donc, du coup, voilà, ça s'est fait assez rapidement. Par rapport à ce que représente Arsenal en Première Ligue, gros club, très gros club de Première Ligue avec la branche française, etc. Comment on arrive à être sûr de soi et se dire, tant pis, au pire, ça arrivera plus tard. Je serai une référence à Monaco et ça arrivera plus tard. Et pas sauter sur l'occasion parce qu'on en a vu plein des joueurs qui sont sollicités par des gros clubs comme ça et qui directement décident de sauter sur l'opportunité. Tu me dis, jouer à gauche, c'était pas ton truc, mais on aurait pu se dire, il se met à gauche et puis il prouvera qu'il est bon et après, en prenant de la bouteille, il s'affirmera, il ira où il veut. Toi, tu ne te dis pas ça. Jamais ça t'a titillé. Non, je n'ai pas raisonné comme ça en me disant, bon, tant pis, non, parce que c'est difficile de refuser un club comme ça. Mais avec mon entourage, mon agent, ma famille, on se dit, voilà, arrière gauche, c'est bien, franchement, c'est un club mythique, mais voilà, je n'étais pas promis à être titulaire, même si voilà, ce n'est pas quelque chose qui me dérange. Mais voilà, il y avait ce petit côté négatif où tu es à gauche et puis tu es remplaçant dans un premier temps. Je crois à l'époque, il y avait Clichy, Gibbs, je crois de mémoire. Je ne veux pas dire que j'étais prêt. C'est vrai que je sortais d'une saison, voilà, j'étais en pleine bourre et tout ça. Mais voilà, je me suis dit, dans mon cœur, je n'étais pas vraiment 100% prêt à partir en plus à l'étranger. Monaco, oui, la France, voilà, c'est mon pays. Mais partir comme ça à l'étranger, non, je n'étais pas 100% prêt. On va dire peut-être à 60, 70%. Donc, voilà, quitte à faire 1 ou 2 saisons, voire 3 saisons, et puis à 27 ans, 28 ans, si voilà, je suis bon, voilà, les meilleurs vont t'appeler automatiquement, quoi. Monaco, du coup, tu me dis que tu as parlé avec Léo Jardim à l'époque pour te convaincre vraiment que c'était la bonne destination. Qu'est-ce qu'il te dit? Ça a été simple. Hein. Il m'a dit, voilà, je te connais. En plus, quand on a joué contre vous, voilà, tu nous as assommés en mettant ce 4e but. Donc, moi, voilà, les scouts m'ont montré ta vidéo. Je me suis dit, voilà, lui, je le veux. Donc, voilà, je te veux dans mon équipe. Fais-moi confiance. Fabinho ira au milieu de terrain. Et puis, toi, tu seras à droite. Donc, Monaco, il y a tout pour s'éclater. Et puis, pas de problème. Discussion hyper courte, mais efficace. Ouais, 3 minutes 30. Je me dis, OK. Ça va. Il ne s'est pas éternisé avec des calculs, des ci, des ça. J'ai dit, c'est bon, j'aime bien. Bon, on est à l'été 2016. Donc, on l'a dit, réserviste pour l'Euro, ça ne se fait pas. Tu es dans quel état d'esprit quand tu débarques à Monaco? Tu es assommé par cette non-sélection ou c'était du bonus, tant pis? Non, pas du tout, parce que ça faisait déjà plusieurs mois que voilà, ma football me chambrait, me disait t'inquiète pas, tu vas être appelé en équipe de France tôt ou tard et tout ça. Et quand on a fait la finale de la Coupe de la Ligue contre le Paris Saint-Germain et que j'ai marqué ce coup franc, moi j'étais content. Puis voilà, moi je me suis dit voilà, pourquoi pas. Et puis quand j'ai vu ma tête à la télé, franchement j'étais heureux. Mais la réalité et le côté lucide, c'était voilà, tu fais partie du groupe, pas des 23 mais du groupe élargi, tout ça, que le sélectionneur a choisi. Donc, du coup, c'était que du bonus. Même, on a fait quoi? On a dû faire 2 semaines avec eux. Moi,
j'étais vraiment émerveillé. J'ai eu la chance aussi de discuter longuement avec le coach, Didier Deschamps. Il m'a dit, voilà, j'ai hésité, c'est pas passé loin, parce que voilà, tu n'as pas d'expérience internationale ni match référence en Ligue des Champions. C'est ça qui a fait basculer la chose. Mais voilà, tu feras partie du cycle et tout ça. Moi, franchement, je dis oui, merci, avec plaisir, j'étais content. Je n'ai pas Ouais. cherché à dire non, je mérite, si, ça. Bakary Sagna, j'allais, ok, c'est réglé. Maintenant, je suis le premier supporter et je vais m'accrocher pour rester le plus longtemps et montrer mes valeurs le jour J, quoi. Bah, on va dire que la suite, elle te donne plutôt raison. Parce qu'à Monaco, je sais pas comment, tu vois, avant de te recevoir, je me suis dit comment je vais introduire Monaco parce que c'est simple, ils ont tout pété. Donc, j'ai juste dire, vous avez tout pété. Voilà, c'est tout. Vous avez tout pété, on passe à un autre sujet. Non, mais c'est incroyable. Ouais. Cette saison à Monaco, elle est incroyable. Surtout que c'est ta première saison au club. Quand tu arrives, tu sens le niveau qu'il y a dans cette équipe-là. Tu sens qu'il y a un truc qui est possible de cette ampleur-là ou ça vient avec le temps. Franchement, non. Je vais être honnête avec toi. Franchement, moi, déjà, je suis arrivé tard. Je suis arrivé vraiment Ouais, fin juillet. ouais. Et donc, du coup, on part directement en stage de préparation en Autriche. Et franchement, des anecdotes, laisse tomber, où tu es là, des retards, des joueurs qui ne sont pas levés sur de la sieste, qui prennent le taxi pour aller au centre d'entraînement. On arrive à l'entraînement, on fait une opposition, ça s'insulte en espagnol, si Ah ça. ouais? Et tu as l'entraîneur adjoint qui lâche son sifflet, qui part et tout ça. Et tu as Falcao à un moment donné qui prend la parole et dit voilà, si vous pensez qu'on va se qualifier pour les tours des champions, bah vous rêvez, il commence à insulter, il part et tout ça. Je me dis oh là, qu'est-ce que je fais ici, tout ça. Oh là là. Mais c'était pas mauvais dans le sens où voilà, tu te disais il n'y avait pas de niveau, si, il y avait du niveau et tout, mais c'était pas ça qui ressortait les premiers jours quand je suis arrivé. Le stage est fini et tout, on rentre à la maison et tout ça, bon cadre et tout, on commence à s'entraîner. Et à partir du moment où on fait le premier match contre Beşiktaş, ils reviennent à la maison, on gagne. Là, il y a quelque chose qui commence à se mettre en place et tout ça. Villarreal, ça passe. C'est bon. À partir de là, on s'est dit, bon, là, on a fait ce qu'on voulait, on a obtenu ce qu'on voulait. Et puis voilà, on a joué le match contre Guingamp, on perdait 2-0, on revient à 2-2. Voilà, là, on commence l'adrénaline, elle monte et tout. Et puis là, c'est parti. Voilà, on commence à mettre des choses en place, des restos ensemble, sa chambre et tout. Bakayoko, Mendy, Kylian, tout ça. Même si Kylian, au début, voilà, était un peu timide et tout, il n'était pas aussi performant que par la suite. Il y a vraiment, c'était une ambiance incroyable, homogène, des anciens, des jeunes, voilà, différentes cultures. Et puis voilà, jusqu'à la fin, franchement, c'est une aventure. Tu te dis, j'ai pas envie qu'elle se termine, tu vois. Ouais. Qu'est-ce qui fait pour toi que maintenant, aujourd'hui, avec le recul, que le début, il est aussi tendu, aussi brûlant? Est-ce que c'est le mélange d'un coup de plusieurs cultures, plusieurs types de joueurs avec des vécus différents? Qu'est-ce qui fait que c'est agité comme ça au début au stage? Franchement, c'était bizarre. Après, peut-être que ça s'explique le fait que différentes cultures, c'est vrai que je sais pas, c'était étrange. Ah, je sais pas comment l'expliquer, mais voilà, au début, c'était électrique. On Ouais, s'embrouillait pas, on se frappait pas, mais voilà, au niveau tendu. des enjeux, tu vois, ça s'insultait, il y avait une faute, non, pas faute, si ça s'insultait, ouais, ça. Et Incroyable. au fur et à mesure, le fait de cohabiter ensemble, de s'entraîner ensemble, de partager des repas ensemble, faire du karting ensemble et tout ça, Ouais. voilà. Et puis Jardim, il avait cette faculté à bien gérer son groupe. Moi, je me souvenais, voilà, j'avais besoin d'aller voir ma famille à un moment donné, ils étaient au Maroc. Je lui ai demandé 3 jours. Il m'a laissé aller. Il m'a dit voilà, si tu lui donnes, donne, je te laisse partir 3 jours. Tu reviens en fin de semaine et tu as intérêt de me faire une passe D, une grosse performance. Et puis voilà, tu es motivé, tu as envie de t'arracher pour lui. Le week-end, tu arrives, tu fais une performance 4-0, 5-0, tout le monde est content. Tu ne prends pas de but, tu fais une passe D, lui, il est là, il est content. Donc voilà, ça, c'était Jardim. Il avait cette capacité à bien gérer entre les anciens, les jeunes, si ça. Et franchement, c'était formidable parce que voilà, quand tu vois tous ces joueurs-là, des Brésiliens, des Polonais, des Hmm. Maliens, Péruviens, des ci, des ça, franchement, c'est beau. Franchement, c'est beau. Et là, de ce que j'entends, j'ai l'impression que tu me parles de Carlo Ancelotti carrément. Donc, dis-moi, moi, je ne le connais pas. Je trouve qu'il y a eu très peu d'interviews vraiment comme de discussions comme là, on est en train d'avoir sur le type de profil et de personnes que c'était. Travailler avec Léo Jardim pendant tout ce temps, c'était quoi? Comment c'était la relation? Comment il fonctionne? Comment il tire son groupe vers l'eau? Comment ça se passait? Après, lui, c'était plus le relationnel. Après, l'aspect
technique, bah lui, il te scanne directement. Si tu rentres dans le type de joueur que lui, il aime, il souhaite dans son équipe. Mais Ouais. sinon, au niveau du feeling, du relationnel, voilà, c'était des discussions. Soit tu rentres dans sa tête et puis tu fais partie du joueur que lui, il souhaite travailler avec. Donc voilà, ça va se passer plutôt bien. Par contre, si tu es tête de mule et tu veux pas travailler, tu flambes et tout ça, voilà, il ne va pas te mettre au placard, mais il va te faire comprendre qu'en gros, tu n'es pas sur les bons rails. Après, Ouais. voilà, ces entraînements-là, c'est pas rigueur. Voilà. Il avait beaucoup de consignes, mais à la fois beaucoup, mais à la fois très simples, dans le sens où voilà, c'est des choses ludiques, souvent Mhm. avec ballon, pas trop de travail physique, mais voilà, plus technique et assez ludique. Et puis souvent, il faisait des exercices où à la fin, bah, il nous laissait choisir nos équipes, on faisait un 10 contre 10, et puis c'est nous qui choisissions les joueurs et tout. Donc, tu avais des défenseurs qui se retrouvaient attaquants, à l'histoire de stimuler un petit peu, d'avoir un peu Ouais. de folie et tout ça. Et puis voilà, mais c'est surtout le relationnel. Il parlait beaucoup à ses joueurs. C'est ce qui fait sa force et ce qui a fait que voilà, Alex Monaco, bah, aujourd'hui, les joueurs, quand ils jouaient avec lui, ils jouaient libérés, c'était pas sous pression, chacun y jouait. Et puis voilà, à partir du moment où tu es bon, bah, il n'y a pas de problème avec lui. On a beaucoup entendu parler des Radamel Falcao, Kylian Mbappé, Fabinho notamment. Il y a un joueur qui est devant toi et je t'en parle à toi parce que tu as eu la relation un petit peu privilégiée, parce que vous étiez proches sur le terrain, vous avez beaucoup combiné ensemble, c'est Bernardo Silva. On a beaucoup plus parlé de lui quand il est passé à City et que Guardiola l'a exposé au grand monde et on a encore fait un joueur encore plus complet, encore plus impressionnant, mais tu n'avais jamais évolué avec ce genre de joueur. Est-ce qu'il fait partie de ceux qui t'ont le plus marqué quand tu arrives à Monaco? Ouais, ouais, honnêtement, ouais. Il a une qualité technique vraiment très, très au-dessus de la moyenne. Il est humble. Et franchement, c'est un plaisir de jouer avec lui. J'avais même pas besoin de dire fais ci, fais ça, fais ça. C'est incroyable. C'est l'impression qu'il avait des yeux dans le dos. Il était là, il faisait des efforts, il taclait, il rentrait. Moi, je dédoublais. Hmm. Voilà, on prenait le ballon et c'est que foot, foot. Il y avait toujours un ballon dans les mains, deux touches, allez, je jouais avec Fabinho, Moutinho, avec tout le monde, foot, 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 foot. Et franchement, nous, on l'appelait chewing-gum parce que tu pouvais mettre un ballon en l'air comme ça. Tu dis, vas-y, Bernardo, amorti, normal, il l'a amorti sans problème. Et vraiment quelqu'un qui se dépense. Et puis humainement, hein, toujours souriant. Ouais. Franchement, techniquement, c'est ce joueur-là et qui m'a le plus impressionné. Et puis Sofiane Bouffal aussi, avec qui j'ai Hmm. joué quand j'étais à Lille. Voilà, un régal de jouer avec ce type de joueur. Mais Bernardo, c'est vraiment spécial. Tu sens que vraiment, c'est la technique pure, la conduite de balle. Vraiment, tu sais qui va se défoncer pour l'équipe et c'est beau à voir. Je suis d'accord avec toi. On en revient à toi, parce qu'on est quand même là pour parler de toi. On en revient à toi. Il y a ce titre qui est exceptionnel, qui surprend tout le monde. Il y a ses performances en Champions, encore une fois, qui surprennent tout le monde. Après, il y a l'exode d'un bon groupe, une bonne partie du groupe. Alors déjà, toi, qui fais partie des rares qui restent taqués, comment est-ce que cette décision, elle vient? Est-ce que c'est toi, tu t'es même pas posé la question, je reste à Monaco, j'ai signé, c'est ma première saison, je reste à Monaco malgré le titre? Ou est-ce qu'au contraire, c'est le club qui te fait rester? Bah, dans mon cas de figure, c'est le club qui me fait rester. Après, je n'étais pas forcément dans l'obligation de partir. Ça n'a jamais été mon raisonnement. Aujourd'hui, voilà, plus tu as d'options, mieux c'est. Et je veux dire, c'est des bons problèmes quand tu as des clubs qui te sollicitent. C'est Maintenant, sûr. la difficulté, c'est voilà, de prendre la bonne décision, voilà, de bien réfléchir à tête reposée. Voilà, par rapport à cette saison magnifique et tout, riche en émotions. Je me suis dit, voilà, tu avais l'Atlético et d'autres clubs, Manchester City et d'autres clubs qui ont contacté mon agent. Mais là où je voulais aller, c'était à l'Atlético. Hmm. Euh, Parce que pour moi, j'avais besoin encore d'enlever, entre guillemets, cette étiquette qu'on m'avait un peu collée de joueur qu'on me qualifiait de contre-attaquant. Et je voulais être Ouais. une référence un vrai défenseur. Et puis quand tu regardes ce que l'Atlético ils font, je me suis dit, bon, voilà, j'ai besoin d'aller prendre quelques ingrédients là-bas et Hmm. puis bien me former. Et puis voilà, comme ça au moins, je suis une bête en défense. Et puis le côté offensif, bah, après, je peux me lâcher plus librement. Le deal, c'était ça. Et bah, après, tu le sais, les discussions ont été compliquées. Il y a Ouais. eu, je pense, pas un peu de gourmandise de la part du club, mais je leur en veux pas quelque part. Ça me permet aussi de découvrir d'autres choses et découvrir d'autres choses de mon jeu.
même si c'était un peu compliqué par la suite, mais j'étais vraiment frustré parce que pour moi, c'était la meilleure opportunité pour élargir ma palette puis me former en tant que défenseur. Ça s'est joué à quelques millions et puis du coup, ça s'est pas fait. Puis le temps de digérer la frustration, tout ça, ça a pris pas mal de temps. Après cette saison-là, la saison du titre, je t'avoue que moi, je te voyais partir. Franchement, je te voyais partir comme beaucoup. Tu étais un élément fort et je te voyais partir. Et surtout qu'on nous avait présenté le club comme étant un peu comme Dortmund faisait à l'époque, tu sais, un tremplin potentiel. Comme Porto l'a fait, comme plein d'autres clubs l'ont fait. Je te voyais partir. Malgré tout, toi, donc, du coup, tu restes taqué. Tu restes un élément important de Monaco même là, jusqu'à la fin de ton aventure monégasque, tu as toujours été un élément important de Monaco. Mais on sent, à partir de ce moment-là, qu'il y a des choses qui se passent. Alors, j'en profite pour t'avoir parce que j'ai parlé à beaucoup de fans monégasques avant de te recevoir. Et en gros, on m'a dit, et c'est le ressenti que j'avais de l'extérieur, donc j'ai été content qu'on me confirme dans cette idée-là, mais on m'a dit, avec lui, on savait qu'on avait un soldat, mais après cette saison-là, et encore plus après le mondial, on a senti que dans la tête, il y avait des choses qui ne marchaient plus, parce qu'il y a eu des blessures, alors que tu étais un joueur important qui faisait beaucoup de matchs par saison, mais on a senti qu'il y avait quelque chose qui s'était un peu cassé, alors que tu fais plein de saisons à Monaco. Est-ce que toi, tu as ce ressenti-là? Bah, la cassure, c'est pas forcément une cassure, ça s'explique pour plusieurs raisons. Après, je ne suis pas le seul responsable, même si je m'inclus dedans, mais voilà, il y a eu un changement brutal. Tu perds Benjamin Mendy, tu perds Bernardo Silva, tu perds Bakayoko, tu perds sur les 11 6 joueurs titulaires. Donc, pour les remplacer, c'est quasi impossible, même si le club a fait un effort. Mais en termes de rendement immédiat, ce n'était pas possible. C'était pas possible. Ces joueurs-là étaient bons, mais voilà, par rapport à ce qu'on avait vécu, il y avait un décalage. Donc, du coup, les matchs que tu gagnais 5 ou 6-0, avec ce type de joueur et ce nouveau cycle, c'est un peu plus compliqué. Donc, les automatismes que tu avais, c'est plus les mêmes. Donc, du coup, voilà, les résultats, c'est plus les mêmes. Plus des blessures. Donc, ça a été compliqué. Donc, du coup, ça s'est ressenti directement. D'ailleurs, en Ligue des Champions, on a été, on va pas dire ridicule, mais on s'est écrasé. Et le fait qu'on sorte de la Coupe d'Europe, ça nous a permis de retrouver un second souffle. Et puis, on est revenu petit à petit jusqu'à finir deuxième. Et la troisième année, il y a eu encore des départs, 5 sur les 11 de la première année. Donc, du coup, voilà, en tant que professionnel, surtout à ce poste-là, c'est pas moi. Moi, je ne dépends pas que de moi. Certes, je dois faire de bonnes performances, mais ça va dépendre aussi de la relation que je vais avoir avec mon excentré, avec mon milieu de terrain, le schéma tactique que le coach va mettre en place, la compensation de mon milieu de terrain, le rendement des attaquants. Plus on marque tôt, mieux c'est, tu mets une pression sur l'adversaire. Mais si tu ne marques pas tôt, tu cours plus. Et si tu as des joueurs qui n'ont pas eu l'habitude de jouer des matchs de très haut niveau, qui jouent avec un peu de stress ou de pression, donc du coup, tu te fatigues plus, tu provoques des blessures. Après, ce n'est pas possible. Il faut des joueurs qui ont un niveau international, qui ont une réflexion, une maturité, qui ont de la bouteille et qui sont capables de gérer ces situations-là sur le terrain et en dehors du terrain, des choses qu'il n'y avait plus du tout. Et en l'espace de 2-3 ans, ça s'est effondré. Donc, du coup, moi, entre les sollicitations, entre les blessures, entre le niveau général, le niveau aussi individuel, parce qu'automatiquement, tu es moins performant. Et ce n'est pas une raison, mais je ne veux pas dire que tu suis le move parce que t'es défenseur, t'es pas attaquant où tu dois faire. Et même quand tu es attaquant, des fois, quand tu n'es pas alimenté, les gens vont dire que tu es nul alors que tu fais des efforts. Alors que là, je faisais des efforts, mais la situation faisait que nouveau cycle, changement d'entraîneur, et si et ça, tout a fait que c'était compliqué. Mais je n'ai jamais lâché, j'ai fait avec mes moyens, même en étant blessé, même en étant diminué. Mais quelque part, ça m'a desservi. Mais je ne regrette pas parce que j'ai fait les choses avec sincérité, sans jamais tricher. Ce que tu me dis là, ça m'amène exactement à ce que j'ai ressenti quand j'ai préparé notre interview. S'il y a un mot que je peux mettre sur le sentiment, c'est ingratitude. Je m'explique. Tu es un des rares à rester à Monaco, même si tu avais envie de partir, mais tu restes à Monaco. Tu devrais avoir une reconnaissance, surtout au vu de la grosse vague de départ qu'il y a eu. Moi, là, je me dis, lui, il fait partie des cadors de l'année d'avant. Il reste, tant mieux, génial, je suis supporter, je suis content. J'ai trouvé qu'il y avait encore plus d'attentes à ton égard, ce qui est légitime parce que tu changes de statut, mais qu'on ne prend pas le contexte
global pour dire, bah, peut-être que lui, il est toujours aussi bon, mais qu'il faut reconstruire derrière. Tu es tout aussi présent dans l'équipe, avec malgré des blessures qui commencent, mais tu es tout aussi présent dans l'équipe. Il y a 35 matchs que tu disputes la saison après titre. Jusqu'au mondial, en équipe de France, tu es titulaire. En tout cas, tu pars pour être titulaire. Tu as ta blessure en fin de saison et tu es un peu lancé dans un contre-la-montre pour revenir à temps pour le mondial. Sur le tard, tu apprends que du coup, tu es devancé par Benjamin Pavard et de l'autre côté, c'est Lucas Hernandez, si je ne dis pas de bêtises. Mais bref, vous n'êtes plus tous les deux, que ce soit Benjamin Mendy et toi, vous n'êtes plus les titulaires. Comment tu digères ça? Parce que c'est quand même un coup de massue. Certes, tu es au mondial. Certes, tu franchis un cap par rapport à l'Euro d'avant où tu étais réserviste. Mais comment on digère ça? Comment on digère finalement, tu es là, mais tu es en second plan? Après, ça ne s'est pas passé exactement comme ça. Jusqu'à atterrir en Russie, c'est moi qui avais disputé la majorité des matchs de qualification. Donc, moi, je me voyais jouer. Après, titulaire, oui, dans le sens où voilà, c'est moi qui jouais les matchs. Après, il y a eu cette mésaventure avec mon problème physique. D'un accord avec le staff médical et puis l'entraîneur, il y a eu cette réflexion-là. Après, quand il choisit un groupe, voilà, il ne dit pas toi, tu es titulaire, toi, tu es titulaire, toi, tu es titulaire. C'est un groupe, même si voilà, on part avec une base et dans cette base-là, j'en faisais partie. Mais par rapport à mon état physique, c'était plus raisonnable de mettre Benjamin dans un premier temps. Mais ça n'excluait pas le fait que les prochains matchs, j'aurais eu une opportunité pour revenir. Et il s'avérait que par rapport à d'autres éléments, c'était très compliqué. La chaleur, mon état physique, le groupe. Et puis voilà, ça, c'est la responsabilité du coach de gérer et de mettre les joueurs quand ils le souhaitent et quand ils pensent que c'est nécessaire pour le bien du groupe. Oui, c'était très difficile à digérer. Maintenant, moi, je ne me suis jamais senti abattu ou voilà, qu'il n'y a plus de possibilité de revenir, de gagner cette place-là. Donc, j'étais content pour Benjamin, pour le groupe et tout. C'était difficile parce que c'était 40 jours. 40 jours, tu es là, tu disputes qu'un match et tout. Mais voilà, quelque part, c'est un mal pour un bien parce que voilà, j'ai vécu une aventure formidable, les soirées avec tous les joueurs dans les chambres et tout. Après, même si voilà, le plus important, c'est de jouer, c'est ça qui te fait vibrer. Mais voilà, au final, il y a un titre au bout. Donc, c'est ce que je retiens. Maintenant, l'état physique, voilà, tu peux pas tricher. T'as mal, t'es pas bien, t'es pas bien. Et puis, même, quand bien même tu veux essayer de faire le bien, bah, tôt ou tard, ça va se voir. Et les gens, ils sont pas dans ton corps. Donc, à un moment donné, il faut dire non, stop, voilà, on règle la machine et puis allez, c'est reparti. Donc voilà, cette période-là, c'était très compliqué moralement, mais heureusement, voilà, il y avait tous les joueurs autour de moi, le coach, etc., pour m'aider à passer cette épreuve. Parce que, tu sais, on a beaucoup parlé des remplaçants. Depuis ce sacre-là, notamment, on a encore plus mis en lumière le rôle des remplaçants dans un mondial, dans un tournoi comme celui-là. On avait beaucoup mis en lumière, tu sais, le rôle d'Adil Rami, qui avait permis de garder une très bonne ambiance quand certains pouvaient parfois naturellement être un peu bougons et tout. Mais on avait parlé surtout d'une ambiance groupe. Maintenant, c'est à toi que je te demande par rapport à ton ressenti. Est-ce que quand on est remplaçant dans ces circonstances-là, que quand on joue face au Danemark, on se prend des missiles de la part de la presse, ils n'ont pas joué, le match des coiffeurs, les machins, bref. Que derrière, on ne réapparaît pas du mondial, alors que c'était une de tes ambitions, et qu'en plus, tu as le coup dur de la blessure. Comment on vit ça? C'est bête, mais bon. L'avantage, c'est que nous, on était à l'étranger. Après, voilà, les réseaux sociaux, la radio, la télé, c'est vrai que tu vois ça, tu vois quoi faire, tu te dis, mais qu'est-ce qu'il raconte et tout. Nous, on est là, on s'est cassé la tête parmi tous ces milliers de Français professionnels. On est là, on est choisi, on kiffe, on n'a pas volé notre place. Le coach n'a pas dit, bon, lui, c'est mon ami, on a la même voiture, je le prends. Non, c'est parce que quelque part, on a la qualité, on a mérité. Et puis voilà, sentir que la presse soit là sur un match et sur une partie de l'effectif est qualifié de ça. Je trouve ça pas correct, mais bon, après, ça fait partie du jeu. À nous d'être forts mentalement, de faire abstraction de ça. Après, comme je dis, on est en Russie, donc du coup, on était loin de tout ça. Je pense que si on était en France et la presse française nous balance ça comme ça, je pense qu'il y a possibilité d'avoir une petite éruption volcanique, mais bon, voilà, donc, du coup, on est en Russie, on est isolé, on sait qu'on vient pour ça, on est focus. Donc, voilà, ça nous aide quand même à. Vas-y, on se dit, bon, c'est pas grave, ils disent ce qu'ils veulent, mais nous, voilà, on sait pourquoi on est là, on sait pourquoi on fait tous ces sacrifices-là. Et puis voilà, on ne se considérait pas comme
des joueurs délaissés ou des remplaçants, voilà, le coach faisait très attention à ces mots. Il n'y a pas de remplaçant, c'est un groupe. Ouais. Toi, tu es utile comme lui parce que psychologiquement, quand tu qualifies quelqu'un de remplaçant, tu ne sais pas comment lui, il peut accueillir cette information-là. Après, voilà, on est censé, en tant que professionnel, voilà, avoir une base quand même, d'être costaud mentalement. Mais voilà, c'était surtout la notion de groupe, et chacun était important. Voilà, on ne va pas qualifier de, comme ça a pu l'être, ouais, lui, il est là pour amuser la galerie, lui, il est là pour faire ci, lui, il est là pour faire les pattes. Donner... Non, voilà, tu es là pour être performant. Après, il y a des circonstances que voilà, tu ne peux pas prédire, et voilà, tu t'adaptes. Donc voilà, grosso modo. Il y a le retour à Monaco. Et le retour à Monaco, il est particulier. Comme je l'ai dit tout à l'heure, après l'année du titre, il y a beaucoup de blessures, il y a de l'absence, il y a un enchaînement qui est difficile. Tu m'as parlé là, on a parlé de ta blessure pendant le mondial. Donc, je suppose que récupérer de cette blessure-là, de ce moment où ta santé est un peu fragile, ça a mis du temps. On a vu l'exemple de Samuel Umtiti, par exemple, qui n'est jamais vraiment revenu de ce mondial-là. Est-ce que toi, c'est un petit peu dans ce genre de période un peu sombre que tu tombes? Parce qu'on a vu des blessures s'enchaîner. Est-ce que c'est lié à ce mondial ou pas? Est-ce qui t'est arrivé pendant ce mondial ou pas? Non, je pense que c'est une conséquence, mais après, c'était surtout un état général où ma condition physique ne me permettait plus d'enchaîner des matchs de très haut niveau. Moi, c'est un état général. J'avais perdu au niveau de mes cuisses, au niveau de mes mollets. Parce que la première année, voilà, tu joues tous les 3 jours. Et donc, du coup, tu joues avec des top joueurs, des champions, ci, ça. L'année d'après, l'effectif, il est coupé en deux. Donc, tu fais plus d'efforts physiquement, alors qu'avec ce type de joueur-là, bah, c'était fluide et tout ça. Donc, du coup, il faut retravailler musculairement ça. Mais si tu le fais mal ou si tu ne le fais pas bien, il faut quantifier si ça. Il y a eu cette partie-là qui était très difficile à gérer. La troisième année, changement d'entraîneur, de profil de joueur, de schéma, de ci, de ça, le stress, l'adrénaline. Tu reviens à la Coupe du Monde. Les gens te voient comme un déchet. Pourquoi il est encore là, il est encore là, il est encore là. Alors que voilà, tu es dans un grand club. La question de tu es encore là, comme si c'était une obligation, comme si quelque chose d'impératif de quitter un club. Non, à partir du moment où tu te sens bien, maintenant, le club m'a jamais manifesté. Bon, Djibril, t'es en trop, là, tu as gagné la Coupe du Monde, t'es pas bon, dégage. Non. Voilà, il y a des circonstances que tu peux pas prédire, tu peux pas maîtriser, mais c'était difficile. Mais à partir du moment où ma condition physique et ma réorganisation avec un staff médical compétent, donc voilà, beaucoup de choses. L'alimentation, j'ai encore mis un accent dessus, plus la condition physique, le repos, etc. Et d'autres domaines qui ont fait que, voilà, à partir du moment où ces outils-là, tu les as tôt, et surtout avec des gens fiables, qui ne sont pas là pour prendre ton argent, mais vraiment pour te structurer, t'accompagner à évoluer, progresser, bah voilà, c'est bon, il n'y a pas de raison, à part si tu me dis que tu as un ligament croisé encore et que tu as un truc au cœur, tout ça, mais voilà, si tu as des gens compétents avec toi, des vrais soldats, il n'y a pas de raison. Là, tu m'as parlé du fait que ce soit difficile. Je trouve qu'il y a eu des mots forts. Tu m'as dit déchet. Je trouve que c'est très fort comme terme. Est-ce que ça fait partie de la difficulté d'un projet comme celui de Monaco, où on a l'habitude des ça arrive, ça repart, ça arrive, ça repart. On a parlé des 2 vagues de 5 titulaires qui partent. L'année d'après encore, 5 titulaires qui partent. Est-ce que c'est difficile, un projet comme ça? C'est plus difficile pour ceux qui restent, finalement, pour les, entre guillemets, fidèles et ceux qui permettent aussi de garder un cadre bien défini, un niveau bien défini. Est-ce que c'est plus difficile pour vous? Je pense à toi, mais il y en a eu d'autres, notamment derrière, à Glick, tout ça, il y a eu du monde qui est resté. Est-ce que c'est plus dur pour vous? Bah, ça dépend le type de joueur, entre guillemets. Tu as des joueurs qui se contentent d'une carrière en Ligue 1 où ils se disent, bon, je vais évoluer dans un bon club ou très bon club et j'ambitionne pas plus. Mais quand tu arrives avec un état d'esprit et puis des ambitions au-delà d'un très bon club et que tes qualités, bah, elles se manifestent sur le terrain et que tout le monde, voilà, c'est indéniable, tout le monde reconnaît ta valeur et tes actes surtout, au-delà de ce que tu dis à la presse ou dans les journaux, bah, les gens, ils s'attendent à ce que voilà, que tu passes le tremplin dans un temps record. Mais il se passe que dans la vie, tu ne prédis pas les choses, voilà, tu fais en sorte de faire les causes. Mais parfois, voilà, d'autres, ça prend 6 mois, d'autres, ça prend un an, d'autres, ça prend 2 ans. Et la difficulté pour tout footballeur, même les superstars, c'est d'être régulier dans les performances, malgré ton poste, malgré ton statut, et encore plus, je dirais, avec ton statut.
Donc, moi, c'est ce que j'avais affiché ma première année, Ouais. le fait d'être conquérant, le fait voilà, d'aller dans les top clubs qui font rêver, surtout que j'ai été performant dans ces bons rendez-vous. Donc, du coup, voilà, les gens étaient, je pense, impatients à ce que je parte pour réaliser, entre guillemets, mon rêve, mes ambitions. Mais ce qui s'est passé, c'est que la situation, elle s'est inversée. Voilà, c'est plus les mêmes joueurs. Moi, je suis resté. Il y a une nouvelle politique. Et pour qu'un club repart avec un nouveau cycle, ça ne se fait pas en claquant des doigts. Il faut au minimum 2 ans, voire 3 ans. On l'a vu avec beaucoup de clubs, comme Lille, comme Marseille, comme d'autres clubs. Mm. Donc, c'est pas évident. Mais après, voilà, comme je le dis, il y a les fans, il y a les spectateurs, et puis tu as ceux qui sont là pour alimenter. Et puis, voilà, donc je suis à l'écoute des gens, même des journalistes, des fans, des gens, même si des fois, voilà, ils abusent un peu. Mais Mm. voilà, on écoute. Tu sais, si les gens parlent, c'est que voilà, quelque part, tu as quelque chose. Si les gens ne parlent pas, c'est que voilà, ils s'en foutent de Ouais. toi. Ouais. Donc maintenant, la difficulté, c'est de voilà, mettre ça dans un côté de ta tête et que ça parte vite et que ça ne te déstabilise pas sur le terrain. Sinon tu es mort, quoi. Tu m'as parlé du changement de coach qui a été difficile. J'ai l'impression que pour beaucoup de monde, ça a été difficile. Je ne suis pas là pour tirer sur qui que ce soit, mais ce qu'il en ressort, j'ai lu des interviews avant de te recevoir, notamment de Golovin aussi, qui parlait des changements de coach qui avaient été compliqués. Il y a Thierry Henry qui arrive. euh, Avec ça, ça génère de la pression, ça génère de l'exposition. Pour lui aussi, c'est tout ça. Comment vous vivez sous ses ordres à lui, sous ses directives, sous ses méthodes? Parce que Golovin, il en a parlé. Il en a parlé dans ce que j'ai lu avec un bon fond, avec des bonnes intentions, mais une transparence sur son ressenti, sur le ressenti du groupe, où il disait qu'il était un peu trop impliqué dans les jeux, qu'il était un peu trop encore en mode joueur plus qu'entraîneur. Il n'avait pas réussi à encore totalement basculer. C'est un peu ce qu'on lui a reproché après son passage à Monaco. Toi, tu l'as vécu comment? Qu'est-ce que tu en gardes? À titre personnel, franchement, c'était une des mes meilleures rencontres humainement. Franchement, je restais des 2 heures, 3 heures avec lui à parler. Vraiment, il fait partie des gens avec une connaissance du football vraiment au-dessus de la norme. Ouais. Je le classe légèrement en dessous de Mounir Obadi, avec qui j'ai joué à 3. Lui, OK. il est vraiment au-dessus. Ouais. Mais non, franchement, nous, on était excités. On s'est dit Thierry Henry, Arsenal, équipe de France, tout ça. Mais la difficulté, c'est que voilà, il était avec des minots, des joueurs qui sortaient à peine du centre de formation, dans la Ligue des Champions, 21 blessés. Nous, moi, Golovin, Falcao, Glick, Emerson, qui sont les joueurs entre guillemets avec une certaine maturité, une certaine expérience et tout, on était à peut-être 40-50% de nos moyens. Donc, du coup, on ne pouvait pas l'aider tout de suite. Et, donc, du coup, c'était très, très, très compliqué. Il fallait changer de système. Et voilà, lui, il a connu l'exigence du très haut niveau, Arsenal, Barcelone, avec des schémas fluides. Lui, un jeu long, quand on dit fait une transversale, il n'y a pas de question à se poser si c'est à l'intérieur du pied, coup du pied. C'est à la transversale. Barça, on te dit A, un point B. Alors que là, tu te retrouves avec des joueurs, c'est compliqué. Je ne vais pas citer les noms, mais ça arrive. Mais pour lui, ça arrivait trop souvent. Alors que dans son quotidien, peut-être que ces situations-là, elles arrivaient peut-être une fois par trimestre. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Donc, du coup, je ne veux pas dire peut-être l'impatience, peut-être l'excitation, un mélange des deux qui règne en lui, qui règne en nous. Donc, du coup, nous, on voulait que les choses elles se fassent voilà, comme lui nous les expliquait, tout ça. Mais voilà, il y avait vraiment un fossé. Déjà, quand tu as 21 blessés, c'est pas possible. Tu t'entraînes Ouais. avec des gens, voilà, et c'est la première fois qu'ils s'entraînent avec nous. Donc, du coup, la pression, l'adrénaline, il faut faire des résultats. Tu n'as pas beaucoup de temps. Non, franchement, c'était une période très, très, très compliquée. Et au fur et à mesure, ça ne nous a pas empêché de travailler. Il y a eu des écarts de notre part, peut-être aussi de sa part. Mais voilà, ça partait d'un sentiment où vraiment on voulait construire et réussir dans Ouais. l'immédiat, mais il fallait du temps. Et au moment où on a commencé à sortir la tête de l'eau, c'est là qui, malheureusement, s'est fait licencier. Mais on a commencé à récupérer tous les blessés, tout ça. Et puis voilà, la direction a pris la décision de le licencier. Mais je pense qu'après, ça reste un avis personnel, mais qu'on aurait pu très bien aussi se maintenir avec lui également. Mais il a Ouais. une connaissance et une exigence du très haut niveau qui est au-dessus de la norme. Après, voilà, les moyens n'étaient pas au rendez-vous pour lui comme pour Ouais. nous. Et donc, c'était très, très compliqué. Il y a,
Le passage à Everton. Alors, j'essaie de synthétiser un peu parce que juste avant, tu m'as un peu touché en me disant, en parlant de cette sensation de déchet, d'être un peu de trop. Parfois, ça m'a un peu perturbé. Tu pars à Everton, tu avais une grosse envie de découvrir la Première Ligue depuis longtemps. Ça ne s'est pas fait avec Arsenal, ça se fait avec Everton. Là-bas, tu découvres un coach. Alors, il y a encore une fois une instabilité parce qu'Everton est dans une période un peu compliquée, mais tu finis par découvrir un coach, Carlo Ancelotti, là-bas. Tu m'as parlé de Jardim qui était très proche des hommes. Là, je suppose, tu vas me dire, comme tout le monde, que c'est la même chose, il est très proche des hommes. Mais tout le monde se souviendra, et je suis obligé de t'en parler, d'une des fois où on l'a vu en colère. Et on le voit rarement en colère comme ça. Mais tu l'as mis en colère. Donc rien que pour ça, déjà, tu resteras dans les annales du foot mondial parce que tu l'as mis en colère, le mystère. Au-delà de ça, parce que je t'ai déjà entendu en parler et tout, mais ton aventure à Everton, elle ne se résume pas à ça. Est-ce que tu peux me dire ce que tu en gardes, comment tu l'as vécu et la collaboration avec Ancelotti dedans? Alors, franchement, pour moi, c'est une étape très importante dans le sens où ça m'a permis d'accentuer mon rôle d'être responsable. Voilà, on va dire en France, entre guillemets, voilà, on te chouchoute, mais on aime bien te dire fais ci, fais ça, alors que là-bas, non, tu fais ce que tu veux, entre guillemets, dans le sens où tu vas à la muscu, tu vas à la muscu, mais tu n'as même pas besoin de discussion avec le préparateur physique. Tu vois des exemples, tu vois le capitaine, tu vois un tel, si ça, et c'est pas une petite musculation, c'est vraiment des vrais poids et tu sens que vraiment Ouais. ils viennent à 8 heures, on repart, il est 15h30, 16h, on mange là-bas, on discute, billard, l'échauffement, c'est un échauffement, tu es en sueur, tu as l'impression que tu as fait un marathon, tu sens vraiment l'intensité et tout fait que voilà, on rigole pas là, c'est vraiment, on te responsabilise, fais ce que tu as à faire. Tu fais pas, il n'y a pas de problème, mais par contre, à l'échauffement, il faut que tu sois prêt, il faut que sur le terrain, tu sois prêt. Si tu n'es pas prêt, là, par contre, tu vas te faire tirer les oreilles. Ouais. Et donc, du coup, franchement, c'était riche en émotions. Moi, j'avais besoin de ça, comme je te l'ai dit. Voilà, j'étais dans une phase où tu avais au-delà des critiques, mais je me sentais plus, entre guillemets, comme si j'étais à ma place. Donc, du coup, je me suis dit, voilà, j'ai besoin de quelque chose pour me transcender. Je ne veux plus que les gens disent, il est international, champion du monde. Je dis, non, non, il faut que quelque chose qui me stimule. Donc, il y a eu cette opportunité-là. Voilà, je suis parti directement. En plus, j'avais l'opportunité de retrouver mon ami Lucas Digne. Et franchement, c'était top. L'engouement, les stades, franchement, c'est incroyable. Et bah, après, Carlo, voilà, on n'a pas besoin de le décrire, hein, au-delà du fait qu'il voilà, il a un bon feeling avec les joueurs. Son parcours, il parle de lui-même. Hein. Ouais. Après, sur cette situation-là, c'est vrai que il était frustré. Je ne veux pas dire en colère parce qu'après, on en a rigolé juste après, mais c'est une circonstance, c'était assez particulière. D'accord. Ça va, il t'a pas fait la gueule jusqu'à la fin de ton séjour en Angleterre. Il était pas. Non, pas du tout. Franchement, il a oublié. Hein. Les journalistes, ils pensaient qu'en gros, quand ils ont vu les images, il a rougi. Ils ont dit, ah là, là. Il me dit, non, voilà. Je le connais, j'en ai parlé avec lui. C'est la première fois de sa vie, ça lui arrive. Et vraiment, c'était dans un contexte où il y avait du vent. Juste avant, le coach, il me dit, bon, Dib, tu ne seras pas titulaire. Moi, je t'ai dit, non, je vais jouer et tout, tout ça. Il me dit, non, non, tu vas te reposer ce match-là. Moi, j'étais dans le vestiaire. Tu as Moïse Kean qui me dit, vas-y, viens, on va sur le terrain, on fait quelques pas. Je dis, non, il fait froid et tout, tout ça. Il me dit, vas-y, viens. Je dis, non, j'ai pas envie, tout ça. Il insiste, il insiste. Et moi, j'ai mes protèges tibia qui sont comme des chaussettes qui s'enfilent. Donc, du Ouais. coup, moi, quand Moïse, il me dit, vas-y, viens, j'avais enfilé la première et j'avais mis mon pantalon directement par-dessus sans mettre mes chaussettes et tout parce que, voilà, la préparation, elle est différente. Tu parles pas, tu n'es pas titulaire, donc tu te dis, bon, tranquille, tu vois. Donc, on part s'échauffer, tout ça. Hein, ceux qui rentrent avant nous, bah, c'est les titulaires. Donc, nous, on est là, tout ça. Moi, je rentre dans le vestiaire et tout. Il fait froid, je commence à mettre les gants, tout ça, le kawa et tout. Et tu as Iwobi qui se blesse. Et lui, c'est un excentré droit. Mais comme Carlo, il aimait bien me faire jouer de temps en temps au milieu droit et tout ça. Non, c'est Walcott qui se blesse, excuse-moi. Ouais, Walcott qui se blesse. Et tu avais Iwobi qui était sur le banc. Et Mhm. donc, du coup, je ne sais plus si c'est Iwobi ou bref, c'est un des deux qui était blessé. Donc, du coup, moi, je me suis dit, bon, il y a un milieu droit qui est là. Donc, moi, je suis arrière droit, donc tranquille. Tu as Ferguson, son adjoint, qui dit, Sidi, comme. Je dis, quoi, qu'est-ce qu'il me raconte et tout, tout ça. Je dis, oh, bon, vas-y, c'est bon, c'est bon, je vais rentrer, tout ça. Et j'enlève le haut, j'enlève le bas, tout ça. Et arrivé au moment de, tu vois, le petit réflexe que tu fais, juste tu montes tes chaussettes pour rentrer, tout ça. Et là, je dis, ouais, qu'est-ce qui m'arrive et tout. Non, 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 non. Ma tête, laisse tomber. Je me suis dit, oh là là. Et lui, au même moment, il voit que je suis en panique et tout. Il me regarde, il voit ma chaussette. Au début, il dit rien. Il commence à dire, putain, une fois, putain, deux fois. Et quand tu me dis, putain, trois fois, je me retourne et tout. Et tu avais Holgate et puis David qui était en train de faire un pierre-feuille, ciseaux et tout, tout ça. Je leur dis, socks, 10 minutes de socks et tout. Je lui donne-moi une. Je sais, je me suis dit, bon, si je fais ça, il y a les caméras, je vais être ridicule et tout, tout ça. Et tu as Moïse King qui essaie de me donner une chaussette. Je dis, vas-y, non, non.
c'est bon. Et Carlo, je sens que ça commence à monter et tout, parce que ça prend du temps et tout. Je me dis, bon, là, c'est bon, là. Là, il faut que je fasse quelque chose. Tac. Après, je vais dans le vestiaire en courant. Et puis, dans ma tête, je me suis dit, vas-y, 9 coachs sur 10. Voilà, une scène comme ça, ils vont dire, vas-y, il n'est pas professionnel. C'est bon, je vais faire un changement. Moi, dans ma tête, je me suis dit, bon, je vais rentrer. Je cours. J'arrive dans le dressing room et tout ça. Il me dit, c'est tout. Lui, déjà, mon anglais, mon accent et tout, il me dit, je vais dans le truc et tout. Je prends des chaussettes et tout. Je reviens à fond. Et dans ma tête, je me suis dit, c'est bon. Il a fait un autre changement et tout ça. Après, voilà, comme Sidi, comment? Je dis, sorry, boss, sorry. Tac. Après, je dis, heureusement, ils n'ont pas marqué, tout ça, nanana. Je rentre, ça se passe bien, on gagne et tout. Je rentre chez moi, au moins 1500 messages. Kyrgyzstan, Croatie, thank you, Sidi, thank you, ça. Je dis, voilà, laisse tomber. Je dis, ah ouais, un vrai Simpson, incroyable, franchement, incroyable. Sache que tu as marqué la première ligue d'une manière peut-être inattendue, mais tu as marqué la première ligue. Donc, c'est beau. C'est beau. Non, ce qui est beau, c'est surtout qu'il te traite comme ça derrière et qu'il reste humain et qu'il reste celui qu'on connaît. Donc, c'est classe, le monsieur. Ouais. Classe. La dernière question sur Monaco. Quand j'ai posé la question aux supporters monégasques avant de préparer l'interview, parce que chez Omagoal, on a 2-3 supporters monégasques. Ils sont rares dans l'ensemble, les supporters monégasques, mais je crois qu'on en a plein à Monaco. On a 70% à Monaco. Mais en tout cas, ils m'ont tous dit, écoute, il a une cote de sympathie qui est dingue. Pour nous, c'est le tonton un peu, tu sais, du vestiaire. Et pourtant, quand je relisais les articles sur toi cette année, trop fragile, pas là dans les grands rendez-vous, un coup titulaire, un coup pas titulaire, un coup on ne savait plus trop si tu étais dans les plans, pas dans les plans et tout. Quand j'ai dit ingratitude tout à l'heure, je parlais de ça notamment, où j'ai trouvé que de par ton statut, de par ce que tu as donné au club, le temps, les choix de carrière, l'implication, tout, j'ai trouvé que la fin, elle était moche. Alors, tu ne le diras pas avec ces mots-là, tu as ta lecture à toi, mais dis-moi, comment tu as vécu ce dernier chapitre Monaco? Bah, je suis partagé. Je ne vais pas dire mauvaise, mais bonne dans le sens où j'ai quand même joué, même si c'était pas ce que j'espérais. Après, comme mon père dit souvent, il dit voilà, quand tu es généreux et tu es sincère dans tes efforts, dans tout ce que tu fais, attends-toi à l'ingratitude. Donc, malheureusement et heureusement, ça me permet de me découvrir et de découvrir les gens avec qui je travaille. Mais voilà, je ne suis pas attaché au matériel, je ne suis pas attaché aux gens. Voilà, c'est vrai que certaines personnes, j'ai tissé des vrais liens d'amitié. Et quand je dis amitié, c'est des gens qui m'aident dans la difficulté, dans la facilité, qui sont de bons conseils parce que, on va dire 80% des gens qu'on côtoie, bah, c'est simplement des connaissances ou des gens avec qui on partage le même métier, dans le même environnement. Mais des amis, c'est très, très rare, surtout dans ce milieu rempli de tentations. Mais voilà, après, c'était amer parfois, souvent vers la fin. Mais voilà, comme je dis, j'ai jamais triché, j'ai toujours fait les choses avec sincérité. Maintenant, voilà, moi, je me remets en question, je suis à l'écoute, je revois mes matchs. Et puis, certains matchs, ça ne dépend pas seulement d'un joueur, sauf si le joueur vraiment il fait une erreur, il plombe le match, comme ça arrive souvent. Mais je suis dans un poste où voilà, tu as ton défenseur qui peut te rattraper le coup, tu as un gardien, si tu fais une erreur, là, tu es cuit. Ouais. Mais voilà, après, tu as les critiques des fans, encore une fois, tu as les critiques des spectateurs, tu as les critiques des professionnels. Moi, je me focalise la majorité de mon temps sur les analyses. Je ne dis pas critique, les analyses des professionnels, un recruteur, un entraîneur, un joueur, quelqu'un qui fait l'analyse vidéo, voilà, des gens qui, c'est leur domaine. Donc là j'écoute ces conseils-là. Après, les fans, ouais, mais voilà, j'écoute sans écouter, je regarde, je fais attention parce que voilà, c'est des gens aussi qui dépensent leur argent, qui viennent, il y a des émotions qui des fois, leurs paroles dépassent leurs émotions. Mais c'est sûr que sur la fin, par moment, quand tu entends certaines choses, tu dis, oh, on est des humains, ça arrive voilà, de faiblir, d'être fatigué, d'être moins bon. On ne peut pas tout expliquer, tu vois. Mais voilà, il y a des circonstances, mais voilà, il ne faut pas dépasser les limites. Mais voilà, ça reste l'AS Monaco où j'ai eu ma première sélection avec l'équipe de France. J'ai gagné le championnat de France alors qu'il y avait le Qatar, de Cavani, etc. Donc, non, je suis fier de mon parcours. J'ai aucun regret. Franchement, aucun regret. Donc voilà, après, il me reste encore de longues années à vivre. Ouais. J'espère dans des clubs qui me font rêver, qui m'ont toujours fait rêver. Maintenant, voilà, je ne maîtrise pas le destin, mais en tout cas, je vais tout faire pour poursuivre mon chemin, tout simplement. Okay. Bon, je t'avais dit que j'avais 4 questions. Tu rentres dans mon jeu de la fin. C'est les questions actu un petit peu.
Tu as connu Kylian Mbappé, donc j'aimerais ton avis sur la question. Tu as connu Kylian Mbappé, tu as connu la saga transfert, la première saga transfert vers le Paris Saint-Germain en partant de l'AS Monaco. On a connu encore une fois un truc qui se tire en longueur, qui a été plein de rebondissements, ou qui montre un petit peu le personnage, tu sais, qui réfléchit beaucoup et qui ne fait rien au hasard. Donc j'aimerais que tu me donnes ton avis un petit peu sur ta lecture des événements là, sur le transfert, le non-transfert vers le Real Madrid, un petit peu ce que tu en as pensé, et surtout à quoi ça t'a fait penser dans la façon dont vous avez vécu le transfert vers le Paris Saint-Germain, qui aussi a été une grosse saga et qui n'est pas facile à gérer pour un groupe. Comment tu vois ça, toi? Après, pour revenir sur son transfert de Monaco au Paris Saint-Germain, moi, je l'ai boudé parce que je lui ai dit, franchement, pendant un an, je l'ai saoulé quand la sélection. Je lui ai dit, voilà, t'es un gamin, t'es parti. Alors que le club nous ont vendu le projet comme voilà, Kylian, c'était l'ambassadeur, peut-être un nouveau stade et tout ça. Je me suis dit, bon, voilà, Kylian, il est là, les autres ne sont pas là. Moi, Kylian, il est là, on va construire autour de lui et tout ça. Et après, Kylian, un coup, il a annoncé titulaire. Après, un coup, il a annoncé remplaçant. Si, ça. Au final, paf. On voit Madrid, on voit ça, il part. Bon. Après, Kylian, c'est quelqu'un qui a toujours été différent. Au début, voilà, des débuts un peu timides, mais à partir du moment où voilà, vraiment, il a enclenché le bouton, et même nous, on s'est moqué de lui parce que, on ne va pas dire son réveil, mais son élan, il a commencé le jour où il a pris son pet là, contre Guingamp, il a pris sa petite commotion. Il s'est dit, avant, tu étais bourré, et puis depuis que tu as pris ta commotion, c'est bon, le vrai Kylian, il est rentré en toi. Mais voilà, il est différent, il est genre différent. Donc voilà. Moi, je ne peux pas me permettre de dire oui, il a fait le bon choix, le mauvais choix, mais je ne peux que l'accompagner et puis l'encourager et lui souhaiter que du bien dans son choix. Après, voilà, il a des objectifs hors normes, il en a déjà atteint voilà, à cet âge-là. Je ne suis pas surpris, hein, mais voilà, il est animé par ça. Et puis, donc, si cette décision elle a été animée par ce challenge-là, bah, je sais que voilà, il va tout faire en tout cas pour réaliser ses objectifs, quoi. D'accord. La dernière question, elle est sur l'équipe de France. Tu en as fait partie, donc ça te touche un petit peu différemment des autres personnes à qui j'ai pu parler. Je ne parle pas tous les jours à des internationaux, tu m'excuseras. L'état de forme des Bleus avant le mondial, tu connais très bien le coach, tu connais beaucoup de monde qui est encore en équipe de France. Est-ce qu'on vit quelque chose qu'on pouvait attendre un petit peu, c'est-à-dire un essoufflement? Est-ce que c'est profond? Est-ce que pour toi, c'est juste passager parce qu'on est en fin de saison, les gens sont fatigués après des longues saisons? Comment tu as vécu les derniers matchs des Bleus, les 3 derniers matchs là? Non, je pense que c'est passager. Après, il y a eu beaucoup de changements, il y a eu des blessures. Je crois que c'est 4 matchs en l'espace de 15 jours, c'est énorme. Ouais. Sachant que tu as eu des déceptions entre ceux qui ont gagné le championnat, entre ceux qui sont en fin de contrat. Plein de facteurs fait que voilà, tout ça réunit dans un groupe parce que ça communique, ça vit ensemble. Voilà, je ne pense pas qu'ils sont là pour tricher, dire oui, non, voilà, je vais négliger la sélection. Mais voilà, contrairement à d'autres nations, même s'ils ont les mêmes problèmes, entre guillemets. Mais voilà, je pense que sur ce rassemblement, il n'y a pas eu cette capacité, en tout cas malgré tous ces facteurs-là, bah, d'augmenter la jauge. Mais voilà, vaut mieux que ça arrive là que ça arrive pendant le mondial. Donc, du coup, voilà, faut mesurer la chose comme ça, je pense. Djibril, merci. C'est bon, je te libère, tu peux aller foncer ton barbecue. Là, j'ai faim, là, j'ai vraiment faim. Non, merci mon ami. En tout cas, je sais, tu m'as donné du temps. On a mis du temps à mettre en place cette interview parce que tu es quand même bien surbooké là, dans cette période-là. Mais merci pour ton temps et puis merci d'être resté tard ce soir parce que tu as faim. Alors vas-y, je te libère. Il n'y a pas de souci. En tout cas, plaisir partagé. Merci à toi. C'est gentil. Peut-être au revoir très bientôt. Ça marche. Prends soin de toi et puis on va suivre un petit peu où tu signes. Ça marche, t'inquiète. Bientôt, il n'y a pas de souci. Les autres, bah merci. On se retrouve très vite comme d'habitude. Même heure, même endroit, des invités différents, des secrets différents. Parce que comme d'hab, comme je le dis toujours, c'est comme ça qu'on kiffe le foot ensemble. Allez, ciao.